Laurent Hénard, bonjour. Bonjour. Vous êtes président du mouvement radical et ancien maire de Nancy. Commençons par un peu d'histoire. Regardez l'histoire de France en face, tout assumé depuis Clovis, a clamé Emmanuel Macron hier pour le bicentenaire de Napoléon. Le président veut déconstruire l'histoire, accuse Xavier Bertrand de son côté. Alors, comment jugez-vous cette attitude d'Emmanuel Macron face à l'histoire de France ? Je pense que la position du président est la bonne position. C'est difficile aujourd'hui de commémorer dans la polémique. Et on voit bien que sur Napoléon, il y avait une polémique qui se préparait, comme hélas, trop souvent maintenant. Comme il y en a eu sur Colbert, comme il y en a à chaque fois. Trop souvent maintenant quand on parle de l'histoire de France. Et je pense que la volonté qu'il a eue surtout, c'est de maintenir le fait que la France a une histoire, que comme toujours, l'histoire a ses zones d'ombre, qu'il faut les regarder, les comprendre. Et moi, je pense que c'est un beau message humaniste d'ailleurs. Parce que ce message de l'histoire avec ces zones d'ombre qu'on assume, c'est l'idée de dire que tout n'est que volonté. Enfin, il y a de la place pour la volonté individuelle et collective. Et c'est pour ça que, du côté des radicaux, en clin d'œil, on a fait une communication pour dire qu'évidemment, il fallait célébrer Napoléon, mais il ne fallait pas oublier aussi ce qu'aujourd'hui, on jugerait différemment du jugement de l'époque. Mais c'est une leçon de relativité, de volonté. Je pense que c'est ce qu'il faut retenir. Et de Napoléon, vous retiendriez le Concordat, qui est à l'est de la France, vaut un régime particulier de cohabitation des religions avec l'État. Alors... L'avocat que je suis retiendrait plutôt le code civil et la loi écrite que le concordat, surtout que le concordat, on voit aujourd'hui ses limites. Moi, je pense que le défaut du concordat, c'est évidemment qu'on passe un accord avec des religions. Et on voit aujourd'hui combien c'est difficile de projeter avec la religion musulmane, par exemple, à Strasbourg pour la construction d'une mosquée, un accord qui a été passé, en fait, avec essentiellement la religion catholique, aussi, bien sûr, la religion juive et les protestants au début du 19e. Voilà, les temps changent et je crois que la laïcité, elle est beaucoup plus permanente que le concordat. Le président bannit toute repentance. Ne faut-il pas quand même un peu de repentance face à cette histoire de France ? Jacques Chirac l'a fait un petit peu par rapport à la rafle du Veldiv. Est-ce qu'il ne faut pas étendre à d'autres zones d'ombre de notre histoire ? J'aime pas trop le mot repentance parce que, hélas, les victimes de l'époque ne sont plus là. Je pense que ce que Jacques Chirac a fait, c'est pas paradoxalement de la repentance. C'est justement tirer la leçon de l'histoire devant les Français. C'est dire n'oublions jamais quoi. N'oublions jamais que la Shoah s'est passée avec beaucoup d'yeux fermés, avec la complicité d'États qui se voulaient au départ démocratiques, avec parfois d'ailleurs une indifférence insupportable. Je crois qu'il a essayé de rappeler que, en fait, pour reprendre Hannah Arendt, la bête immonde pouvait revenir. Voilà. Et ça, je crois qu'il a bien fait de le faire. Il est allé chercher dans l'histoire, en fait, des leçons de comportement, de résistance pour l'avenir. Ça, il faut le faire. Par contre, demander pardon à des victimes qui ne sont plus là, hélas, ça ne porte pas. Mais expliquer ce qu'il faut éviter à l'avenir, ça, c'est fort. L'actualité, c'est l'épidémie. Le président Macron inaugure un vaccinodrome à Paris ce matin. Pour vous, la bataille de la vaccination est gagnée ? Alors, moi, je pense qu'elle n'est pas prête d'être gagnée pour deux raisons. La première, c'est qu'il faut continuer à convaincre quand même la part de Français qui est sceptique. Donc, il faut faire de la pédagogie, il faut vacciner largement. Et puis, deuxièmement, je rappelle qu'il y a des variants qui se développent. Tout le monde le sait, tout le monde le dit. Mais ça veut dire que parfois, il faudra vacciner de nouveau pour s'adapter à un virus qui aura changé. Comme la grippe, comme la grippe. Vivre avec. Donc, il y a une vraie campagne de vaccination, je dirais, permanente, en fait, à installer. Tout comme on a besoin du pass sanitaire pour reprendre une vie normale. Tout comme il va falloir dépister de manière massive et régulière. Voilà, il faut vraiment changer nos réflexes sanitaires parce qu'on va vivre plusieurs années avec la Covid. Alors, vous vous êtes battu pour le pass sanitaire. La commission des lois à l'Assemblée a validé ce pass, mais avec des réserves. Pas question qu'il serve pour autre chose que des regroupements de plus de 1000 personnes. Est-ce que vous partagez cette méfiance envers le pass ? Je pense que l'Assemblée marque une étape. Alors, c'est vrai que les radicaux, dès octobre dernier, ont pris position pour un pass sanitaire. Je rappelle que c'est pas seulement les vaccinés, c'est les personnes qui sont immunisées parce qu'elles ont été malades et les personnes qui ont fait des tests dans les 72 heures passées. Donc, tout le monde est égal, je dirais. Testé, vacciné, malade, immunisé. Alors, je comprends qu'il y a de la défiance chez les Français, je l'entends, j'en parle avec eux. Imaginez commencer par les grands rassemblements, pourquoi pas, mais on voit tous, regardez ce qui est en train de se passer à Berlin. Pour les vaccinés qui, eux, ont des libertés complètes. Bien sûr. Je veux dire, le pass va se généraliser et il va permettre pour ceux qui sont vaccinés ou ceux qui sont testés régulièrement d'avoir une vie normale et c'est bien. Alors, ces libertés complètes, en Allemagne, justement, ça permet aux vaccinés, à ceux qui ont le pass, d'échapper au couvre-feu. Oui. Vous souhaitez ça pour la France ? Mais non seulement je le souhaite quand tout le monde aura pu être vacciné, on n'y est pas encore. Je pense que c'est quelque chose pour la fin de l'année civile, quand tout le monde aura eu accès au vaccin et qu'on aura un système qui, je dirais, soit rodé, établi. Non seulement je le souhaite, mais je pense que c'est inévitable. Quand vous aurez 80% des Français vaccinés ou immunisés, parce qu'ils ont eu la Covid,
Vous pensez qu'ils vont accepter des contraintes qui vont durer des années et des années dans leur liberté d'aller et venir? Moi, je ne le crois pas. Il faut rétablir les libertés. C'est fondamental. Alors à propos de contraintes, eh bien, des contraintes pèsent sur les examens en cette fin d'année scolaire. De nombreux jeunes exigent par exemple que le bac et le BTS soient attribués selon les notes du contrôle continu, sans examen final en présentiel. Un sondage réalisé sur les réseaux sociaux par Radio J hier montait à plus de 90% de jeunes qui veulent ce contrôle continu. Jean-Michel Blanquer a bougé, puisque on prendra la meilleure note en philo entre contrôle continu et examen. On élargit les possibilités de choix de sujet. Est-ce que vous pensez qu'il faut aller plus loin et donner le bac en contrôle continu? Moi, je pense que la position du ministre Blanquer est une position équilibrée. D'abord, on a toujours milité chez les radicaux pour le contrôle continu. On sait tous que sur une épreuve, on peut être déstabilisé, on peut être fragilisé. Donc la part du contrôle continu, elle est à défendre. Et je crois que quand le ministre dit « si la note de l'épreuve est moins bonne que le contrôle continu, on retiendra le contrôle continu », il prend une bonne mesure. Après, c'est important aussi d'avoir des épreuves parce que la vie est faite comme ça. Je veux dire, on a un entretien d'embauche, il n'y a pas de contrôle continu pour avoir un boulot. À un moment donné, on joue le courrier, le CV, l'entretien. On sait que parfois, il y a des étapes fortes dans sa vie. Donc, c'est pour ça que je suis attaché à cet équilibre entre les deux. Quelques grandes épreuves qui font le bac, bien sûr, mais un contrôle continu qui doit être le socle. Comment le président du mouvement radical que vous êtes juge-t-il le poker menteur qui se joue en Provence-Alpes-Côte d'Azur entre Renaud Muselier, les Républicains, la majorité? Alors que les partis politiques foutent la paix à Renaud Muselier. Voilà. À force de vouloir, dans la situation particulière de Sud PACA, où le RN est fort depuis longtemps. Avant, c'était le FN. À force de vouloir régler les problèmes nationaux de manœuvre entre les Républicains et la République En Marche, sur ce seul territoire de PACA, on va faire perdre la région à ceux qui défendent nos valeurs, qui sont autour de Renaud Muselier. C'est pour ça que je dis qu'on foute la paix à Renaud Muselier. Qui a commencé, Castex ou Jacob? Les deux? Ouais, je crois que là, ça va être difficile de décerner le prix quand même entre les deux, mais je pense qu'il faut surtout qu'il y ait le retour à la raison. Voilà. Il faut se dire qu'en PACA, la partie est sérieuse, que la région risque vraiment de basculer, comme il y a 6 ans, que Renaud Muselier est celui qui rassemble pour faire barrage à l'extrême droite, et qu'il faut donc lui donner les moyens de gagner. Et lui donner les moyens de gagner, c'est savoir oublier les postures partisanes, lui faire confiance et le soutenir. En tout cas, c'est la position des radicaux. Nous, en PACA, on évite les abus d'étiquette partisanes et on soutient le président, je dirais, à 100%. Quand vous déclarez que la lutte contre le RN, ça commence dès le premier tour, c'est ce que vous entendez, c'est-à-dire faire des rassemblements le plus large possible dès le premier tour, là où c'est nécessaire? Non, ce que je viens de dire est fondamental. Je pense qu'il faut à chaque territoire avoir la réponse adaptée. En Sud PACA, on sait que le RN, hélas, est fort. Il était déjà en tête il y a 6 ans. Les enquêtes d'opinion le donnent en tête aujourd'hui. Donc il faut s'adapter tout de suite. Et si on peut faire le rassemblement inéluctable dès le premier tour, faisons-le. Mais c'est pas pour autant qu'au plan national, il faut qu'on explique que tous les partis de gouvernement sont dans un même gloubi-boulga. Vous voyez que c'est l'espèce de même ratatouille confuse. Non, il y a des partis différents, des idées différentes. Simplement, quand la situation l'exige, pour empêcher l'extrême droite d'accéder au pouvoir, ou l'extrême gauche d'ailleurs, il faut savoir s'unir. En PACA, je pense que c'est dès le premier tour. La stratégie adaptée dans les Hauts-de-France, c'est d'envoyer Éric Dupond-Moretti, dont on connaît la force de percussion populaire, pour se mêler de la bataille régionale? Là, je dirais que c'est le choix de la majorité présidentielle. Je pense que c'est surtout un désaveu de la tête de liste qui était avant pressenti. Voilà. Pietraszewski ne marche pas. Visiblement, ils ont dû constater que la tête de liste qui était initialement retenue ne percutait pas, comme on dit. Ne permet pas de franchir les 10, à coup sûr. Donc, visiblement, on envoie Dupond-Moretti en pompier ou en soldat sauveteur. Mais le vrai sujet, ça va être quand même, à un moment donné, de savoir se rassembler autour de Xavier Bertrand, parce que le RN est fort aussi dans les Hauts-de-France. Et je le rappelle... les Insoumis, la France Insoumise, qui est une autre forme d'extrémisme venant de la gauche, peut accéder au pouvoir par l'union de la gauche. Donc à un moment donné, là, il y a un double risque extrémiste, et il faudra faire le choix du barrage là aussi. Xavier Bertrand ne voudra pas fusionner ses listes, donc ça veut dire que la majorité présidentielle, si elle est par exemple 3e ou 4e, devra se retirer. Je pense qu'à un moment donné, si c'est le RN qui est devant, il faudra effectivement avoir la position républicaine complète. Dans le Grand Est, en 2015... personne ne s'était retiré, le RN a été battu. En Rhône-Alpes-Auvergne, en 2015, pareil, Wauquiez a gagné en quadrangulaire. Est-ce que ce n'est pas finalement, quand on essaye de s'allier, de se réunir, qu'on fait monter les extrêmes? C'est ce qu'on entend dans les partis, notamment chez les Républicains. Alors,
Pour le Grand Est, je rappelle que la situation n'a rien à voir avec Rhône-Alpes. Le RN était en tête. Oui. Philippe Richert, qui à l'époque conduisait la liste pour le centre et la droite, était deuxième. Et si Jean-Pierre Masseret a décidé de se maintenir, c'était contre l'avis de la plupart des élus de gauche. Et de Manuel Valls. Et des formations de gauche qui ont appelé à voter pour Philippe Richert. Moi, je l'ai vu dans ma ville, à Nancy. J'ai bien vu dans les bureaux de vote de gauche, le score de Jean-Pierre Masseret s'effondrer. Et le score de Philippe Richert montait très fort. C'est-à-dire que le Front républicain a marché. Le Front républicain a fonctionné malgré Jean-Pierre Masseret. Ouais. Donc je pense d'ailleurs que ça fonctionnera, même si les partis aujourd'hui négligent le barrage républicain. Je pense qu'il y aura toute une partie des citoyens qui le mettront en œuvre. Reste la présidentielle 2022. Alors, quelle sera la position du mouvement radical? Pourquoi ne pas avoir un candidat, au moins dans un premier tour de piste? C'est une question effectivement que les radicaux vont trancher. Une fois passées les régionales et les cantonales, on est pour l'instant engagé à 100% dans ces élections locales, on prépare les législatives, on prépare évidemment un projet pour les présidentielles et les législatives, et c'est le mouvement radical qui verra s'il défend ses couleurs avec une femme ou un homme issu de ses rangs ou pas. On est dans une période de recomposition politique, tout le monde le dit, donc je pense qu'effectivement c'est légitime que les formations politiques présentent leurs idées, présentent les grands principes d'action pour le pays. Il y a un premier tour qui est fait pour avoir large choix, un second tour qui est fait ensuite, on le dit souvent, pour éliminer et retenir la meilleure des deux options. Donc ça, c'est un débat pour nous de la rentrée. Vous avez construit des passerelles avec la majorité présidentielle dans ce quinquennat. Vous n'avez pas perdu contact avec une partie du centre-droit qui est dans l'opposition. Vous vous sentez schizophrène ou vous vous sentez au contraire bien placé quoi qu'il arrive? Non, on se pense cohérent. On a travaillé avec la majorité présidentielle sur des sujets sur lesquels on est d'accord. Voilà. Et je pense que les Français n'auraient pas compris, par exemple sur l'Europe, où on pense la même chose que le président Emmanuel Macron. Les gens n'auraient pas compris qu'on fasse une liste à côté pour dire la même chose. De la même manière, sur des sujets comme par exemple l'équilibre entre la performance économique et la justice sociale, c'est des sujets sur lesquels nous aussi on travaille. La réforme du Code du travail, on portait les mêmes idées. À l'inverse, il y a des sujets sur lesquels on a marqué nos différences parce qu'elles sont sincères. La priorité à donner au territoire. On dit souvent que la majorité présidentielle a du mal avec les communes, les départements, les régions, la vie des territoires. La loi 4D arrive. Et la loi 4D arrive, elle arrive tard, et puis son contenu a quand même été beaucoup réduit. La laïcité, sur laquelle on a longtemps demandé des positions fortes, elles arrivent, et c'est bien, et on les défend aujourd'hui, mais on s'est longtemps démarqué sur ce point. Et puis, il faut le dire, on a aussi eu des désaccords sur les questions de justice sociale. Les 5 € d'APL, qui nous paraissaient une réforme dérisoire et contre-productive, parce que ça a amené à surtaxer les offices HLM qui avaient le plus de locataires pauvres. On peut évoquer aussi, au moment de la réforme des retraites, ce qui n'a pas été fait pour les pensions de réversion, les petites pensions, notamment des femmes ou des salariés agricoles. Voilà. Donc il y avait toute une série de choses sur lesquelles on a marqué notre différence. Je crois qu'on a été nous-mêmes dans une période où les repères se brouillent. Et je pense que c'est ce que vont attendre les Français. La recomposition politique, elle n'est pas terminée. Ils auront besoin de clarté. Il faut que chacun s'affirme. Marine Le Pen, présidente de la République. Xavier Bertrand dit si Macron est le candidat, ça peut arriver. Qu'en pensez-vous? Je pense que ça peut arriver avec n'importe quel candidat. Il faut être très modeste, justement. Il faut être très modeste, mais du coup très combatif. Je pense qu'effectivement, le Rassemblement national est aux portes du pouvoir. Il ne faut pas se le cacher. Je pense que quels que soient les candidats qui vont en face s'afficher, le risque est réel. Parce que Marine Le Pen, avant d'être le rejet de telle ou telle personne, c'est le rejet d'un système. Et ça doit interroger tous les partis sur les changements profonds qu'on doit faire dans notre façon de nous comporter. Laurent Hénart, merci. Bonne journée.